Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur la WWDC qu'Apple a préparée et a présentée le 9 juin de cette année. Donc la WWDC 2025. Dans un souci de confort, ne m'en veuillez pas, je vais appeler ça comme ce que font les développeurs, c'est-à-dire DubDub 2025, ce sera plus facile à dire. D'ailleurs, pour commencer cette vidéo, je vais vous dire que je n'ai pas installé les nouveaux OS qu'Apple a présentés. Parce que oui, pendant cette conférence, Apple a présenté sa nouvelle interface qu'il va déployer sur tous ses OS. Parce que cela correspond à l'année 2026. Nous sommes encore en 2025, certes. Par exemple, quand l'iPhone va sortir en septembre, il sortira en 2025, mais sa plus grosse année, disons, d'utilisation sera bien 2026. Alors, je vais vous faire une présentation un peu générale de ce qui a été présenté lors de cette DubDub 2025 et je vais revenir sur un point particulier qui fait écho à ma précédente vidéo sur un certain appareil que j'ai acheté récemment. Si c'est par là par hasard et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires et mettre un petit pouce en l'air, ça ferait plaisir. Alors pour commencer, il faut savoir que ce qui est sorti le 9 juin, après le 9 juin, c'est vraiment une version bêta développeur. Donc déjà, je vous incite à ne pas l'installer sauf si vous êtes développeur ou sauf si vous voulez par curiosité voir comment cela fonctionne sur vos appareils. Mais si c'est des appareils que vous utilisez quotidiennement, je vous le déconseille. Ça peut être rempli de bugs et il peut y avoir aussi une consommation beaucoup plus volumineuse de la batterie. Alors petit retour sur la DubDub 2025, Apple a présenté sa nouvelle interface qui s'appelle Liquid Glass. Ça va être vraiment une interface basée sur la transparence qui est visiblement quand même demande une certaine prouesse technique. J'attends de voir et de pouvoir l'utiliser. Encore une fois, je ne l'ai pas installé sur mes appareils parce que je ne suis pas développeur et je n'ai pas envie d'avoir de bugs. Mais j'avoue que je suis très curieux de voir comment ça va rendre. On ne peut pas dire que ça me hype, ce n'est pas une révolution, mais c'est une belle évolution. Ça fait longtemps que Apple n'avait pas fait une refonte de son interface. Maintenant, c'est le cas. Je crois que ça fait quelque chose comme 10 ans qu'il ne l'avait pas fait. Juste avant, en premier lieu, nous avions le skeuomorphisme. Nous sommes passés au flat design. Et maintenant, place au liquid glass. Donc, c'est quelque chose qui apporte un peu de fraîcheur, mine de rien. Je suis assez impatient de pouvoir l'utiliser. De la présentation, il y a eu des extraits qui montraient comment ça fait par exemple sur une interface de lecture vidéo. Ben moi j'aime bien. Après je ne peux pas dire que ça va être quelque chose de waouh révolutionnaire et époustouflant, mais c'est sympa. Globalement, ils ont expliqué que Liquid Glass allait se déployer sur tous les OS, histoire de créer une cohérence entre toutes les machines. Et concrètement sont concernés tvOS, visionOS, watchOS, macOS qui va s'appeler Tao, iPadOS et iOS. Mais il y a eu beaucoup de déçus lors de cette DubDub 2025 parce que beaucoup de gens s'attendaient à vraiment beaucoup plus de nouveautés ou d'une avancée un peu plus majeure quant à la refonte de l'interface. Et pour le coup, pas mal de personnes ont été déçues, j'aurais pu en faire partie, mais il y a un point sur lequel je vais revenir plus tard qui a fait que pour moi cette conférence était vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps et une très bonne chose finalement. Mais quand on regarde dans le détail un petit peu de ce qui a changé, je comprends que des gens ont été déçus parce que par exemple, si on parle de visionOS, il y a quelques nouveaux aménagements, quelques nouvelles choses, comme le fait de pouvoir placer des cadres sur les murs, pouvoir les laisser là tout le temps, comme des widgets, mais de façon un peu plus interactive et de façon plus spatiale. Ils ont initié avec le Vision Pro notamment des accessoires, comme les manettes du PlayStation VR, et un stylet de la marque Logitech pour faire de la vidéo spatiale. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plus tard un peu plus d'ouverture pour y connecter des appareils? Sûrement. Autre que Apple, je veux dire. En tout cas, ça va permettre de partager le même contenu pour des personnes qui auraient chacun leur Vision Pro à 4000 €. Donc voilà. Donc, des avancées pour ceux qui ont Vision Pro qui sont les bienvenus, mais pas game changer pour les gens qui voudraient en acheter un. Je veux dire que c'est pas avec ces nouvelles avancées que nous nous dirons « Ah, bon bah c'est bon, je me suis décidé, je vais en acheter un ». Il y a aussi très peu de nouveautés par exemple sur watchOS et donc l'Apple Watch. C'est-à-dire que la plus grosse nouveauté qui m'a marqué, c'est le pote de sport. À voir l'utilisation. Déjà, il faut savoir qu'en France, il sera peut-être un peu moins bon comme beaucoup de choses
qu'aux États-Unis. Il faut savoir que Siri, par exemple, est un peu plus puissant aux États-Unis qu'en France, même s'il est toujours en retard. Pas vraiment de nouveautés sur tvOS si ce n'est le déploiement de Liquid Glass. Ils ont surtout présenté vraiment leur contenu qui va arriver très prochainement. macOS a pas mal de petites nouveautés comme les shortcuts qui arrivent dessus et le Spotlight qui évolue avec un peu plus d'Apple Intelligence dedans. Donc, c'est le bienvenu. Maintenant, je n'ai pas de Mac. Je ne préfère pas m'étaler sur le sujet parce que je ne m'y connais pas du tout dans l'utilisation d'un Mac. Passons maintenant au point qui m'a le plus hypé dans cette conférence. Ce que j'ai le plus aimé, c'est les présentations d'iPadOS 26. C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et ils ont vraiment fait quelque chose qui me plaît. Référence à la vidéo et la catégorie de ce que je n'aime pas, vidéo qu'il me semble que j'ai chapitré. La catégorie de ce que je n'aime pas ou qui pourrait être amélioré sur iPad, et bien là, je trouve qu'ils m'ont apporté tout ce que je désirais. Petit retour sur la DubDub 2024, qui n'est pas arrivée en France, mais qui existe. C'est quelque chose que j'aurais aimé, c'est-à-dire que pouvoir prendre avec mon iPad le contrôle d'un iPad à distance. Si je prends l'exemple de prendre le contrôle de l'iPad de ma mère qui a des choses qu'elle ne sait pas faire avec, cela m'aurait beaucoup plu de pouvoir contrôler à distance et pouvoir manipuler ce dont elle a besoin que je fasse sur son appareil. C'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment plu. J'espère que ça finira par arriver en France, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Vous imaginez, vous, vos parents, vos proches, des gens qui ne sont pas très doués avec l'informatique, pouvoir prendre à distance le contrôle pour pouvoir les aider. Franchement, c'est quelque chose qui était très bien pensé, mais qui n'est encore pas disponible en France, malheureusement. Dans les nouvelles choses qui arrivent sur iPad, ce n'est pas quelque chose que j'attendais, mais c'est carrément bienvenu. C'est la possibilité d'avoir des tâches de fond. C'est-à-dire que, je sais pas, je suis en train de télécharger un document. Bon, un document, ce n'est pas très lourd, mais une vidéo. Je vais pouvoir partir de là où je suis en train d'exporter cette vidéo ou de la télécharger pour ensuite continuer mes activités, par exemple, je ne sais pas, l'écriture d'un script. Et cette vidéo va continuer à se télécharger en tâche de fond, contrairement à avant où nous devions rester sur l'application et attendre la fin du téléchargement. Donc si c'est l'exportation d'une vidéo qui pouvait prendre plusieurs minutes, ça m'est déjà arrivé que je crois que ça puisse prendre 30-40 minutes suivant la taille de la vidéo et la résolution, etc. de devoir rester sur l'application en cours. Là, pouvoir la mettre en tâche de fond, c'est pas grand chose, mais en même temps, ça change tout. Autre chose que j'avais signalé, entre guillemets, dans ma vidéo précédente, c'est le curseur. Le curseur, vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est le curseur. Vous vous rappelez, ce petit rond qu'on déplace à l'écran, qui fait le job, mais qui manque de précision. Maintenant, nous avons un vrai curseur de PC ou de Mac. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et vraiment, ce qui m'a le plus plu sur cette présentation d'iPadOS, c'est vraiment le multifenêtrage. Enfin, un multifenêtrage digne de ce nom. J'ai vu sur une vidéo américaine qu'on pouvait aller jusqu'à 12 fenêtres en même temps. Je n'ai pas besoin de 12 fenêtres, rares sont les personnes qui ont besoin de 12 fenêtres. Il faut quand même savoir que beaucoup d'avancées qui sont arrivées sur l'iPad proviennent du Mac, ce qui rend l'iPad un petit peu plus proche du Mac et donc beaucoup mieux pour de la productivité et du travail un peu plus professionnel. Pour le multifenêtrage, vraiment, ce qui m'a plu, c'est déjà cette facilité à pouvoir ouvrir des nouvelles fenêtres, cette facilité à mettre par exemple jusqu'à 4 fenêtres côte à côte plus d'autres fenêtres en surimpression. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vraiment aider les gens et moi m'aider lorsque je veux faire du multitâche. Car jusqu'à maintenant, nous avions Stage Manager qui, pour moi, faisait le travail mais n'était vraiment pas très intuitif. Je pense que ça manquait un petit peu de fluidité. Là, vraiment, la fluidité a l'air top. C'est-à-dire qu'on peut passer de 2 fenêtres côte à côte à 3 fenêtres toujours côte à côte, à 4 fenêtres vraiment redimensionnées comme on le veut. Et surtout, le redimensionnement peut se faire au bout du doigt. C'est vraiment quelque chose qui me hype vraiment. Je pense que c'est grâce à ce qu'ils ont fait sur l'iPad et donc iPadOS 26 qui fait que cette conférence, je l'ai trouvée super intéressante. Après, sur iPad, il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais évidemment, Glass Liquid est déployé sur tous les OS, donc le sera aussi sur l'iPad. Il y a aussi l'application Fichiers qui évolue, où on va pouvoir afficher ces fichiers par colonne ainsi que leur taille, leur dimension, leur extension. On va pouvoir faire des glisser-déposer beaucoup plus simplement
glisser carrément un fichier dans notre dock pour ensuite, je ne sais pas si on est en plein montage, faire un drag and drop, un glisser-déposer du fichier dont on a besoin, là où il y a par exemple toutes nos photos, toutes nos vidéos, ça va vraiment être pratique et plus rapide. Il y a aussi la capture audio locale qui arrive sur l'iPad. Je ne savais pas qu'elle n'existait pas, je n'en ai pas besoin, mais je trouve que c'est quand même une bonne chose. Il y a aussi l'application Journal qui débarque aussi sur l'iPad, entre autres. Je pense qu'elle arrive aussi sur Mac, parce qu'elle était sur le téléphone. Après, ce n'est pas du tout une application que j'ai beaucoup utilisée. Même s'ils n'en ont pas spécialement parlé, Apple Intelligence continue son petit bonhomme de chemin. Alors, on n'est toujours pas au niveau de ce qu'ils avaient présenté à la DubDub 2024, mais il continue en tout cas à évoluer et à devenir de plus en plus puissant pour s'intégrer vraiment à notre utilisation dans les différentes couches et dans les différentes utilisations que l'on a dans nos appareils. On a aussi l'application Aperçu qui arrive. Donc c'est une application qui permet de modifier ses PDF à la volée. J'ai l'impression que c'était déjà le cas, mais d'après ce que j'ai compris, pour ceux qui ont un Mac, à la base c'est quelque chose qui existait sur Mac et là qui arrive sur l'iPad. Donc ça va faciliter encore plus de choses. Si vous avez un stylet, vous allez pouvoir, par exemple, modifier vos PDF un petit peu à la volée. C'est vraiment tout ça pour le rendre encore plus versatile et encore plus utilisable dans beaucoup de conditions. Encore un truc qui débarque de Mac pour arriver sur l'iPad, c'est la barre des menus. En fonction du menu dans lequel vous allez être, vous aurez une barre de menu contextuelle qui vous permettra, plutôt que de sortir, à retourner dans les paramètres, pouvoir faire les modifications directement sur l'interface dans laquelle vous êtes. Maintenant, je vais vous parler de petits points que j'aurais aimé voir arriver sur iOS principalement, mais pas que. Pourquoi Apple ne développe pas certaines choses de façon à ce que ce soit plus intuitif? Je vous explique. Par exemple, le presse-papier. Le presse-papier sur Android, on peut copier beaucoup de choses et décider de ce qu'on va coller. Alors que sur Apple, un copier, un coller. Une chose à la fois. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très pratique. Alors, il existe sûrement d'autres applications qui permettent de le faire, mais moi, ce que j'aime quand j'utilise mes appareils Apple, c'est vraiment ce côté où tout est intégré dans l'interface. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre application, je veux que tout soit au bout du doigt. Et c'est vrai que ce copier-coller m'a toujours dérangé depuis très longtemps. J'espère qu'Apple va bientôt l'améliorer. Autre chose très simple, mais pourtant qui fait l'affaire, j'utilise beaucoup la fonction appel, j'utilise beaucoup Siri pour ça. Siri est très critiqué. Moi, j'avoue que je me suis un petit peu habitué à tout ce qui est Perplexity ou ChatGPT. Mais c'est vrai que la limite de Siri est un petit peu dommage. Mais néanmoins, je m'en sers quand même beaucoup, notamment pour allumer mes lumières connectées, pour me mettre des minuteurs par exemple. Des fonctions très basiques, certes, mais qui me facilitent quand même la vie. Pour l'application rappel, j'aurais aimé une chose très simple. Je mets beaucoup des rappels avec une localisation. Et le problème, c'est que lorsque je mets une localisation, par exemple, pour me rendre chez mes parents, je dois retaper l'adresse à chaque fois. Et ça, c'est vraiment embêtant. Pourquoi on n'a pas, je ne sais pas, des menus favoris des adresses qu'on utilise le plus souvent pour pouvoir juste recliquer dessus lors d'un rappel? Ça serait tellement plus simple. C'est-à-dire que quand je demande à Siri, je ne sais pas, rappelle-moi ceci ou cela lorsque j'arrive chez mes parents, même s'il n'arrive pas, mais que moi je puisse cliquer, même s'il n'arrive pas à lui comprendre que la localisation doit être à tel endroit, au moins que je puisse cliquer dans mes favoris de rappel. Autre point sur le téléphone, il y a cette particularité dont je me sers depuis très longtemps. Pour les grands téléphones, j'aime prendre les versions max des téléphones. Je n'ai pas spécialement des petites mains, mais il y a un certain confort que Apple a décidé de mettre en place, c'est-à-dire que si on veut accéder en haut de l'écran, il suffit de cliquer sur la barre d'en bas pour que le dessus du téléphone se baisse, pour pouvoir accéder au menu qu'il y a en haut. Ils ont aussi permis que le clavier puisse aller un peu à gauche ou un peu à droite, soit parce qu'on veut l'utiliser à une main, faciliter l'utilisation du téléphone pour les gens qui ont des petites mains. Mais je ne comprends pas pourquoi la touche envoyer ne se décale pas avec tout le reste. C'est-à-dire que sur iMessage, si je ne sais pas, j'utilise de la main gauche, le clavier sera à gauche, mais la touche envoyer sera toujours à sa place en haut à droite. On doit faire une sorte de petite gymnastique avec son pouce pour essayer de l'atteindre. Alors que l'application Snapchat décale le bouton d'envoi en même temps que tout le clavier. C'est tellement plus simple et ça, pareil, ça manque de fluidité dans l'utilisation, c'est vraiment dommage.
encore un point que Android a depuis longtemps et que nous n'avons pas. J'aimerais qu'on ait le choix en tout cas, c'est que les numéros soient au-dessus de l'alphabet dans la partie envoi de message. Quand le clavier apparaît, pour pouvoir taper un message par exemple, ça aurait été tellement plus pratique que les numéros soient sur la ligne tout en haut comme Android le fait. Alors j'ai déjà essayé une application tierce, mais j'ai trouvé cette application moins agréable. Par exemple, lorsque vous avez une adresse à taper ou tout simplement un code Wi-Fi, vous savez comment les codes Wi-Fi peuvent être embêtants entre guillemets entre le fait de taper une lettre, un chiffre, etc. Là, on aurait tout à portée de main, beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Quand est-ce que vous faites ça, Apple? Sur iOS, la seule application que j'ai vue qui faisait ça, c'est Waze. Dans ce souci de devoir taper une adresse, justement, au moins tout est là, tout est clair, tout est plus simple. Quelque chose que je n'attends pas particulièrement, c'est le fait de pouvoir avoir des multisessions sur l'iPad. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'attends, mais je peux comprendre que des gens le réclament. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous et votre partenaire de vie, vous voulez chacun avoir votre session, c'est possible. Je ne sais pas aussi si vous avez des enfants et que vous voulez prêter votre iPad, c'est possible. C'est-à-dire que si vous utilisez votre iPad pour travailler et que vous le prêtez à votre enfant, au moins il n'y aurait pas cette peur que l'enfant dérègle des choses ou, je ne sais pas, utilise ou joue ou efface vos fichiers de travail. Franchement, c'est quelque chose, je peux comprendre que les gens le réclament. Déjà, information très importante avec iPadOS, il faut savoir que iPadOS est déployé non seulement sur les iPad Pro, mais sur toute une grande catégorie d'iPad, même l'iPad mini. Donc le multifenêtrage dessus, ça doit être quelque chose. Mais c'est cool quand même qu'Apple permette ce grand déploiement. Conclusion, je suis très content de mon achat de cet iPad. Je l'utilise quotidiennement. Je fais beaucoup de choses avec, même certaines recherches que des fois je pourrais faire avec le téléphone. Si je sais que l'iPad est à proximité, je vais vraiment apprécier de les faire dessus. Grâce à l'écran plus grand, grâce au clavier, le Magic Keyboard, vraiment, tout est mieux. Et grâce à cette évolution d'iPadOS, je vais encore plus aimer mon iPad. D'ailleurs, je me demandais si j'allais pas bientôt acheter un MacBook, mais avec ce rapprochement et cette frontière qui devient plus ténue entre l'iPad et le Mac, je sais que l'iPad fait 90% de ce dont j'ai besoin. Et là, il devient encore plus performant, ce qui rend le Mac encore moins pertinent dans son utilisation, en tout cas dans mon cas. Dernière petite chose, avant de vous laisser, j'ai vu des vidéos de fuite. Alors, je ne les ai pas spécialement regardées parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, je pense. Mais c'est vrai que les fuites ces dernières années sont devenues quand même plutôt précises sur le design de l'iPhone 17. Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, si vraiment il ressemble à ça, je serais sûrement très déçu. Encore faut-il attendre la vraie présentation et faut-il attendre que je le voie en vrai. Mon avis pourra changer à ce moment-là, comme je le dis à chaque fois. Voir les produits en vrai, des fois, ça change complètement sa vision des choses. Mais là, de ce qui a fuité, ce qu'ils ont mis autour de l'îlot de l'appareil photo me rappelle vraiment les téléphones Pixel de chez Google. Je n'ai rien contre les téléphones Android, je n'ai rien contre les téléphones Pixel, mais c'est vrai que ça serait quand même dommage. Je trouve que c'est bien qu'Apple ait sa propre identité, quand bien même est-il copié ou pas. Je trouve que quand Apple arrive à développer ses machines, il développe une identité. Ça me ferait bizarre qu'il puisse copier l'identité d'un autre constructeur. C'est-à-dire que si je voulais un téléphone Pixel avec ce design, j'aurais acheté un téléphone Pixel. Vraiment, c'est pas quelque chose de moche, mais ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, j'espère que les iPhones ne ressembleront pas à ça. Je ne sais pas si vous avez vu fuiter ces nouveaux designs. Dites-le moi en commentaire et dites-moi surtout ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va faire des beaux téléphones ou au contraire, est-ce que vous n'aimez pas trop? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est terminée pour le moment. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous soyez du monde Apple ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'iPhone 17. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, je vous laisse. Passez une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à plus.